Bonjour à tous mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Paroles de politique. Je suis Dimitri Petit et avec moi autour de la table nous avons Léna, Sarah, Théo, Camille et Lola. Je vous remercie à tous d'être présents et sans plus tarder, je vous présente votre rendez-vous politique du mois de novembre. Même si les élections américaines ont été un événement important de ce mois, nous n'allons pas en parler. Non pas parce que ce n'est pas intéressant, au contraire, mais c'est parce qu'il va y avoir une spéciale le vendredi 6 décembre lors de la soirée de l'EDJ. En plateau télé cette fois. On vous décrira tout ce qu'il faut savoir sur l'élection de Trump. Maintenant, sans plus tarder, commençons avec Léna pour le Flash Info National. Le gouvernement en sursis après le recours au 49.3. Le gouvernement Barnier survivra-t-il à la semaine qui s'ouvre ? L'Assemblée nationale devait se prononcer avant-hier sur le budget de la sécurité sociale. Mais le Premier ministre a décidé d'avoir recours au 49.3 pour faire passer le texte. Il assure qu'il a été au bout du dialogue avec les groupes politiques. Après cette décision, la France Insoumise a déposé une motion de censure au nom du nouveau Front populaire. Le Rassemblement national a annoncé qu'il allait lui aussi déposer une motion de censure contre Michel Barnier et son gouvernement. Elles seront toutes deux examinées et votées d'ici aujourd'hui ou demain. Dans l'histoire de la Ve République, une seule motion de censure a jusqu'à présent été adoptée, celle qui a fait tomber le gouvernement de Georges Pompidou il y a plus de 60 ans. La ministre de l'Agriculture annonce une dizaine de mesures. Depuis mi-novembre, les agriculteurs manifestent partout en France à l'appel des syndicats agricoles. Ils réclament le rejet d'un traité de libre-échange avec le Mercosur. Les agriculteurs ne relâchent pas la pression sur le gouvernement. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé samedi une dizaine de mesures de simplification, notamment sur la gestion des pesticides. Des annonces qui vont dans le bon sens selon les syndicats. Dans les mesures annoncées, on retrouve le versement plus rapide de l'aide de la PAC, la simplification de certaines tâches administratives ou encore la fin des multiples contrôles. Un agriculteur ne sera désormais contrôlé qu'une fois par an. En attendant, la FNSEA appelle à de nouvelles mobilisations partout en France la semaine prochaine. Et Michel Barnier tente d'apaiser la colère des maires. Fin novembre, le Premier ministre s'est exprimé devant le 106e congrès de l'Association des maires de France. Il a promis plus de liberté pour agir et de laisser les élus adapter les règles selon les réalités de leur territoire. Il n'est pourtant pas revenu sur les économies qu'il leur demande de réaliser. Décrit comme le congrès de la colère, il était attendu de pied ferme par les élus municipaux. Au premier rang des revendications, obtenir une réduction des restrictions budgétaires demandées aux collectivités. Dans son projet de budget 2025, le Premier ministre entend faire contribuer les collectivités à hauteur de 5 milliards d'euros sur l'effort global d'économie de 40 milliards d'euros. Les associations d'élus évaluent de leur côté la facture à 11 milliards d'euros. Michel Barnier s'est engagé à faire le bilan des mesures proposées en 2025 au prochain congrès de l'Association des maires de France. Merci Léna pour ces informations. À présent, écoutons le décryptage de Sarah qui va nous parler du procès du Rassemblement national. Du 30 septembre au 13 novembre, le tribunal correctionnel de Paris a jugé 25 personnes, dont Marine Le Pen, chef des députés du Rassemblement national pour détournement de fonds européens entre 2006 et 2014. L'affaire débute en janvier 2014, lorsqu'un signalement anonyme alerte l'Office européen de lutte antifraude sur les emplois fictifs présumés au sein du Front national dirigé par Marine Le Pen. Deux proches, Catherine Griset, sa chef de cabinet, et Thierry Léger, son garde du corps, sont au centre des premières investigations. Catherine Griset, censée être assistante parlementaire, aurait passé seulement 12 heures au Parlement européen sur près d'un an. L'emploi de Thierry Léger est lui aussi jugé fictif. En 2015, Martin Schulz, alors président du Parlement européen, découvre que 20 assistants parlementaires du FN figuraient également dans l'organigramme du parti. Occupant des fonctions stratégiques auprès de Marine et Jean-Marie Le Pen, entre 2004 et 2016, l'OLAF estime que 6,8 millions d'euros ont été détournés. Des fonds publics européens qui auraient servi à financer le fonctionnement du FN. En 2017, le Parlement européen demande à Marine Le Pen de rembourser 340 000 euros correspondant au salaire de Griset et Léger. Après un refus initial, elle verse finalement 330 000 euros en 2003, tout en niant toute culpabilité. Quelles charges sont retenues après Marine Le Pen ? Marine Le Pen est accusée d'avoir directement embauché 4 assistants fictifs en tant qu'eurodéputée et d'avoir été complice par instigation en tant que présidente du FN.
Le parquet parle d'un système organisé destiné à détourner des fonds publics pour économiser sur le budget du parti. Pour sa défense, Marine Le Pen dénonce une manœuvre politique visant à l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Elle accuse le parquet de vouloir ruiner le parti et priver les électeurs de leur choix démocratique. Et quelles sont les peines prévues par le parquet ? Pour Marine Le Pen, 5 ans de prison, dont 2 fermes, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Pour le RN, une amende de 4,3 millions d'euros, dont 2 millions immédiatement exigibles. De nombreux cadres et élus du FN et RN sont concernés. Louis Alliot, maire de Perpignan, et Nicolas Bay, député européen, risquent jusqu'à 18 mois de prison, dont 6 fermes et 3 ans d'inéligibilité. Julien Audoul et Timothée Houssin, 2 députés à l'Assemblée nationale, pourraient écoper de 10 mois avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Catherine Griset, eurodéputée, et Yann Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, risquent 18 mois avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Si les sanctions sont confirmées, elles pourraient affaiblir durablement le RN sur les plans financiers et politiques et compromettre l'avenir de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027. Marine Le Pen a réagi aux réquisitions du parquet, les qualifiant de violentes et outrancières. De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, issu du camp présidentiel, a pris une position inattendue. Sur les réseaux sociaux, il a appelé à combattre Marine Le Pen dans les urnes plutôt qu'à de l'écarter par la voie judiciaire. Les auditions sont à ce jour terminées. Rendez-vous le 31 mars prochain pour le jugement final. Merci beaucoup Sarah. À présent, passons à la rubrique rhétorique. Théo va nous parler de la Commission des finances publiques et l'intervention remarquée de Bruno Le Maire. Notre maison brûle. Mais qui elle est celle-là ? De la poudre de perlimpin. Au secours ! Au revoir. Pour essayer de la comprendre, les sénateurs enquêtent sur cette dernière et cherchent à savoir comment et qui sont les personnes concernées par la hausse du déficit public. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie et des finances, a été auditionné par les sénateurs le 7 novembre dernier et s'est expliqué en disant ceci. En voici un extrait. On me dit que le déficit pour 2024 sera à 6,1%. C'est le choix du gouvernement actuel. Je conteste donc formellement ce chiffre de 6,1% qui est ressassé à l'envi pour expliquer que le précédent gouvernement a tout fait mal et que le nouveau gouvernement fait tout bien. Ces propos, en partie faux, portent un nom. Ça s'appelle l'objection ad hominem. C'est une preuve mettant en cause la cohérence de la ligne argumentative déployée par l'interlocuteur. Il l'utilise pour se déresponsabiliser, comme s'il n'était plus, durant 7 ans, ministre de l'économie, et rejette la faute sur le gouvernement actuel. À cela s'ajoutent les erreurs d'évaluation des recettes. Bruno Le Maire jette son sort sur les maires en dénonçant le dérapage des collectivités locales. Mais le rapport du Sénat, publié le 19 novembre, contredit les affirmations de l'ex-responsable. Si la dépense locale a certes été plus élevée que prévu, il est éminemment contestable de rendre les collectivités territoriales responsables de la dégradation des comptes publics. L'ancien ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, dénonce lui aussi l'augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités de cette année. Et dans tout cela, que dit la loi sur la responsabilité des élus ? L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Selon les informations du journal satirique Le Canard enchaîné, en avril dernier, Gabriel Attal avait refusé un budget rectificatif pour réduire les dépenses, afin d'éviter une défaite aux élections européennes le 9 juin. L'ex-premier ministre justifie cette information en raison du calendrier législatif. La dégradation du déficit public pourrait être causée par cette stratégie politique de court terme à l'approche des élections européennes. Et que faut-il retenir de cette commission des finances finalement ? Dans un rapport publié en juillet dernier par la Cour des comptes, les baisses d'impôts depuis 2018 ont contribué à dégrader les finances publiques de 62 milliards d'euros. Dès l'automne 2023, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, n'avaient pas informé le Parlement de la dégradation de la situation financière. Normalement, le Parlement contrôle les actions du gouvernement par des moyens différents et la Constitution cadrant ce droit, notamment sur le respect du droit fondamental des citoyens et des citoyennes. L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen l'explique ainsi. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement,
d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le recouvrement et la durée. En bref, tous les citoyens doivent savoir à quoi servent leur argent au nom du respect de ce droit fondamental. Le problème porte surtout sur la dépolitisation de l'économie. La politique, désignant la science et les affaires de l'État, donne toujours lieu à un débat d'idées sur telle ou telle façon de faire. Cette pratique n'est peut-être pas dite explicitement par les responsables politiques, néanmoins, l'influence de cette doctrine cache la réalité des éléments de langage visant à détourner la réalité pour mieux la contrôler. Merci beaucoup Théo. Maintenant, grimpons donc une échelle pour dire bonjour à l'Europe. Donc nous allons faire comme le mois dernier, c'est-à-dire un petit quiz sur 3 thématiques du mois en rapport avec l'Europe, et uniquement l'Europe. Donc on va commencer par le gros morceau de cette fin de mois, l'accord avec le Mercosur. Ah ça, putain, pour une fois je suis calée. Ah, ce sera peut-être un peu plus dynamique que la dernière fois du coup. J'espère alors. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'accord avec le Mercosur déjà ? Les agriculteurs, ils sont pas contents. Oui. C'est bien vrai. Voilà, c'est sûr. je crois que tous les Français le savaient. Alors attendez, l'Italie et la France sont en désaccord par rapport à ça, c'est affirmé. Il y a un autre pays qui les a rejoints récemment. Alors l'Italie n'est pas encore officiellement Ah en ouais désaccord, c'est seulement le ministre de l'Agriculture qui était Ok, contre. mais L'Allemagne l'autre pays, non. Non, l'Allemagne est L'autre pro. l'autre pays pro, c'était la Pologne. La Pologne, voilà, c'est Ok. ça. Ouais. Et donc la France veut essayer de le faire arrêter. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, l'arrêt brutal d'un accord comme ceci ? Ben non, mais tu vas nous expliquer. Bah oui, je sais, mais j'essaye de savoir si vous le savez déjà. Non. Ah, bah, voilà. Ah, vraiment Non, pas. non, du Ah, tout. ça, non. Bon, et ben déjà, ça peut être imposé à la France, un tel accord, parce que c'est le Parlement européen, et dans la hiérarchie des normes, eh bien, on sait que le Parlement européen, enfin, les lois européennes passent au-dessus des lois françaises. Donc ça peut nous l'être imposé. Cependant, dans le fonctionnement de l'Union européenne, c'est possible de le bloquer. Pour ça, il faut rallier au moins 4 pays, et en tout, il faut représenter 35% de la population. Donc c'est, par exemple, si je suis Malte, la Hongrie et 2 autres petits pays avec peu de population, vous représentez 4 pays certes, mais vous n'avez pas suffisamment de population dans vos territoires pour pouvoir le bloquer. Et ça marche aussi parce que si tu mets la France et l'Allemagne et l'Italie, ils sont 3, ils peuvent tout bloquer. Ok. Donc c'est pour ça, minimum 4 avec 35% de la pop. Mais de toute façon, il faut quand même qu'ils soient 4. Même s'ils sont 3 et il y a 35% de la population. Oui, il faut impérativement qu'ils soient 4 minimum, pas maximum, juste minimum. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est pas Je sais pas si ça peut se passer. Pour l'instant, il y a quelques pays qui sont encore réticent. réticents, mais qui n'ont pas encore rejoint Ok. la France dans ce combat. Donc pour l'instant, il n'y a que la France. Oui. Ok. Et est-ce que l'accord sur le Mercosur n'impacte que la branche agricole ? Alors non, il y a aussi l'automobile, parce que les constructeurs automobiles européens sont plutôt favorables, même pro-traité. Donc sur ce point-là, il y a ça. Et après, il y a aussi les biens et services, mais je ne sais plus sur quoi En précisément. fait, c'est un accord de libre-échange, donc c'est sur à peu près tous les biens et services. Il y a aussi au niveau politique, hein, pas que parce que j'ai dit aussi. Mais, Je crois que c'est pas vrai vu la tête qu'il fait. sur la lutte Ouais. contre le changement climatique, il y avait Ah un oui, aspect. ça, oui, euh, il y a un petit c'est pour ça que j'ai aspect, précisé. Il y a un petit aspect ça, parce que dans l'accord avec le Mercosur, il y a 2 aspects. Il y a un aspect, laisse-moi le retrouver dans mes notes. Tu vas trouver. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus, c'est insupportable. Voilà, il y a 2 volets. Un, commerce, donc c'est celui où les pays comme la France sont un peu contre, ou beaucoup contre plutôt, et l'aspect dialogue. L'aspect dialogue est accepté par à peu près tout le monde. C'est-à-dire, là, c'était surtout démocratie, etc., etc. Bref. Et c'est l'aspect commerce qui bloque, parce que notamment, ça impacte la filière agricole, donc ça on le sait parce que les agriculteurs français sont pas contents, parce que les Sud-Américains n'ont pas les mêmes normes question écologie. Par contre, ça offre pour d'autres produits agricoles un énorme marché. Par exemple, les vins, les fromages, c'est surtout eux qui sont contents. Pourquoi ? Parce qu'en qu'eux, fait, ils n'ont pas les mêmes normes. Ah, ok. Et aussi, les frais de douane sont moins chers. Ils vont C'est baisser ça. les frais de douane. Le principe, c'est un accord de libre-échange. Donc c'est pour
que les Sud-Américains aient un accès privilégié à nos marchés et que nous, on ait un accès privilégié au marché américain. Ok. Sud-américain, pas américain. Oula. Et voilà. Personne n'a rien d'autre à dire dessus ? Je vais peut-être rajouter un petit point. J'ai fait mon DM d'économie. Sur ça, je remercie Colette. Hein. Très très bon prof. Bref, sur ce point, non, il y a aussi l'aspect en fait qu'il y a 2 poids 2 mesures entre l'agricole européen et sud-américain. C'est que les terrains utilisés par exemple le Brésil ou l'Argentine, ça représente à peu près un département entier. C'est quand même énorme. Et donc par rapport au poids européen, c'est de mesurer. Et il y a aussi l'aspect phytosanitaire, en tout cas les produits utilisés qui ne respectent pas du tout les normes européennes, donc ça aussi ça prend en compte. Exactement, et finalement un petit point que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'il y a aussi une volonté d'autonomie. Parce que comme ça on évite d'être trop dépendant vers les puissances commerciales comme la Chine, et on sécurise des approvisionnements. Après, on sera quand même dépendant de la Chine, et je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, je cale ça là. Hein. C'est un autre sujet. Donc, passons à un autre thème, cette fois qui vient du début de mois, du 7 novembre plus précisément, et on va parler de CPE. Alors, pour la petite anecdote, quand j'ai recherché, je suis tombé sur conseiller principal d'éducation. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Big up à mon CPE, je l'aimais pas, voilà. Non, la CPE, c'est une réunion annuelle des membres de l'Union européenne, mais aussi des autres États d'Europe qui veulent participer. Et il y a tout le monde, sauf la Biélorussie et la Russie. On se demande pourquoi. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé là-bas ? Oula. Alors, c'est une réunion sur la politique. Alors vraiment, là, C'est très intéressant, Lola. c'est le thème de l'émission, Lola. Incroyable. Alors, oui, bah, j'essaye de parler vu que nous ne savons pas et que tu es le professeur. Je me permets. Mais surtout qu'il sait qu'on sait pas. Oui. Vraiment. Ça me fait rire. Ouh, voilà, Moi, je pense c'est vraiment à la sympa, ça. CPE dans les collèges. Voilà. Et l'Internet aussi. D'accord. Est-ce que je peux chercher vite fait là ? Non. Ok. Dimitri, c'est le CPE. Est-ce que c'est par rapport au G20 ? Non, j'ai Pas dit du rien, tout. Pas du tout. C'est- Ouais. ça n'a C'est rien des à accords voir. commerciaux. Dis-nous. Pas Non. du tout. C'était en Hongrie. Il y a Viktor Orban qui a accueilli tous les dirigeants dans un stade de foot. Super. Ah bah en fait, Ok. ils ont juste tous Ils ont joué fait un un match. match de- Ouais, Oh, ils ont ça fait un fait match. foot. Pas vrai, je sais pas. C'est grand. Parce que c'est Le seul Viktor truc Orban, grand. je suppose. Ils ont dit, bah ça sera dans un stade de foot. C'est le seul truc grand en Hongrie, c'est le stade. Activité. Voilà. Oh, Sympa. fais gaffe, hein, quand même. Il y a des trucs grands en Hongrie, je crois. Donc, l'objectif de la CPE, c'est de renforcer les liens entre les États membres de l'Union européenne et les pays européens qui partagent les mêmes valeurs. C'est aussi de lancer la coopération avant même l'adhésion. C'est-à-dire que les pays qui sont en phase d'entrée dans l'Union européenne, bah, ils peuvent commencer à mettre en place les politiques de l'Europe avant qu'ils soient dans l'Union européenne. Ok. Et ça a été lancé en 2022 par la Commission européenne quand elle était dirigée par la France. C'est la France qui a dit il faudrait qu'on fasse une réunion pour les pays européens. Et voilà. Et donc, ils ont trouvé que c'était une bonne idée de mettre le même nom que les gens qu'il y a dans les collèges. Voilà, c'est tout. Moi, je pose Après, ça je là. pense qu'en anglais, ça doit être Ouais, autre c'est chose. ça. Ouais. Ce que j'allais dire. CPI. CPE. Et donc, voilà, bah, cette année, c'était en Hongrie et c'était surtout dans un contexte assez tendu, puisque c'était la réélection de Trump en même temps. C'est pour ça que ça a été un petit peu effacé de l'actualité. Parce qu'à côté, tu avais Trump, donc c'était un peu plus important quand même. Et puis voilà, c'est quand même quelque chose d'assez informel. Il n'y a rien d'officiel. C'est-à-dire que si les mecs se disent bah on va dire plus de telle chose, il n'y a pas de traité. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Bah là, pas grand-chose, parce qu'il y avait Trump en même temps, du coup, Ouais. ils ont surtout parlé de ça, c'est notamment autour de l'indépendance, Ok. de l'autonomie, relation à l'OTAN, etc. Parce que Trump a décidé a une volonté de remanier un petit peu tout ça, donc les dirigeants, notamment le français, Emmanuel Macron, a dit ce serait peut-être le moment de préparer une autonomie européenne pour éviter d'être dépendant à la Chine, aux États-Unis ou à toute autre puissance commerciale. Comme je vois que vous en savez beaucoup, Oui, très fort J'ai tout aujourd'hui. appris par cœur. Énormément. voilà, Je crois que ça se voit. nous allons passer à ce dernier thème de cette rubrique, la victoire du président roumain.
oui. Oui, le Ah oui. pro-russe. Oui, je vois Oui, que ça. j'étais là. Il a Ouais, rejoint j'ai ses voté. autres collègues, Enfin, pas pour lui. J'ai voté. Allez. Je suis désolée. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il s'appelle ce président roumain? Oula. Président roumain. Non, il s'appelle pas Non. président roumain. Est-ce que toi, tu le sais Ah oui, moi je le sais. Sans c'est regarder ton ordi. C'est noté. Ah, je le savais. Je serais pas capable de le prononcer sans le lire, mais je le savais. Allez, dis-nous. s'il te plaît. C'est Eugénie, je crois, en... Pas du tout. Non, pas du Allez, tout. allez, Théo. C'est- C'est fait. C'est Calin Georgescu. Ok. D'accord. Donc faut penser à un câlin Trompé. et Georgescu. La deuxième Je partie, l'avais. ça devient un peu compliqué. Moi quand aussi. même. Et donc il a remporté le premier tour de la présidentielle roumaine avec 22,94% des voix. Qui est peu quand même. Bah, Bah, ça dépend ce qu'ont fait les autres Ça candidats dépend aussi. ce qu'ont fait les autres, mais oui. Je parle du pourcentage. les, Après, il y a peut-être beaucoup d'abstention. Oui, c'est certainement. peut-être pour ça. j'ai pas été si loin dans les chiffres, mais Aussi les non-inscrits, les bulletins blancs, bref. 22,94% des votants ont voté pour Calin Ok. Georgescu. Ok. Donc le Premier ministre pro-européen en Roumanie en ce moment qui s'est aussi présenté a fini 3e avec 19,15% des voix. Voilà. Il est actuellement en train de pleurer là, je pense. Bah justement, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est un candidat pro-russe qui ne sort de nulle part qui a gagné? Absolument pas. Absolument Parce que Poutine, Non. il sait faire. Ah, non, Ouais. ah, Aussi allez, étonnant que là. cela puisse paraître, j'ai pas vu dans les recherches d'ingérence. Mais c'est normal. C'est parce que Poutine, il cache. C'est pire. Ah, ou alors soit il les a très bien cachés, mais ça on sait pas. La Roumanie a peut-être juste voulu rejoindre ses collègues pro-russes européens. Ouais, peut-être. Genre la C'est- Hongrie. C'est une très bonne analyse, effectivement, parce que tous ses voisins sont pro-russes et d'extrême droite. Donc c'est c'est la partie conservateur de l'Europe. Bah, bravo Camille. Hein. Merci. Félicitations. Bien joué. Voilà. Mais c'est pas pour ça. Ah, Et non. Allez. Génial. C'est Ça va en aller, fait, Camille. c'est que le gouvernement actuel de la Roumanie n'inspire pas du tout confiance. Parce que le président Comme ça, c'est dit. en Roumanie n'a pas de réel pouvoir. C'est surtout une figure symbolique. Et le président actuel fait des voyages coûteux avec l'argent du contribuable. Petit filou. Super bien. Et oui. Tu sais combien il a... T'as des Non, chiffres? j'ai pas les chiffres. Ouais. Ça, c'est dans... Je demande un peu trop, alors. Quand tu C'était lisais, l'INSEE quand ou tu lisais quoi les articles, ils te disaient, bah, en fait, le président actuel, dont j'ai oublié son nom parce que je ne l'ai pas noté, bah, Attends, je l'ai, je crois. parce que t'as regardé sur internet. Heureusement que j'ai dit pas d'internet pendant l'émission, quoi. Mais non, mais Ce serait de la triche. c'est mon cerveau. C'est son Oui. outil de travail. Ton cerveau qui est en ce moment entre tes deux mains, quoi. Alors, celui qui a actuel, Ouais, le président actuel. c'est Klaus Iohannis. Non, ça c'est président, ça. Oui, c'est ce qu'il vient de me demander. Oui, le président actuel de. Le titulaire au poste, c'est Klaus Iohannis. Ouais. Voilà. Bon, bah, voilà. Merci Lola pour cette information. Merci Lola pour cette information. Je vous en prie. C'était dans mon cerveau. Effectivement. Et donc, ce Calin Georgescu, il est pro-russe, mais le porte-parole de la Russie annonce ne pas bien connaître le candidat. Voilà. Ouais, Quel bah, filou. C'est pas mal ça. Ouais. voilà. Ça c'est fort, hein. Ça Et c'est le donc, Kremlin. pour présenter rapidement le personnage, Calin Georgescu, c'est un ancien agronome. Il travaille dans l'agriculture. Mhm. Il a travaillé au ministère qui se ressemblerait à notre de transition écologique, quelque chose du genre. Bref, il a travaillé déjà dans la politique. Et il s'est présenté, il a gagné grâce à ses campagnes sur TikTok. Ah, grâce à TikTok. Ah oui, TikTok, j'avais vu comme ça. d'hab. Grâce à TikTok. C'est trop Donc, fort. on peut remercier TikTok. TikTok. hein. Merci Voilà. TikTok. Voilà. Ouais, merci la Chine. Voilà, donc je pense que... effectivement, Ouais, des parce développeurs que- chinois, effectivement, c'est Parce que l'algorithme chez nous et chez eux ne sont pas les mêmes. Hein. peut-être. Mm. Certainement. Big up Et, à la Chine. Mm. Gros bisous à tous les Chinois qui nous écoutent. Allez, retournons un petit peu à la partie sérieuse. Camille va nous parler du fait géopolitique du mois, les 1000 jours de la guerre en Ukraine et la situation sur le champ. « 1014e jour de guerre et toujours aucun signe de paix ne se dessine à l'horizon. Les dernières semaines ont apporté un regain de tension dans la guerre russo-ukrainienne suite à des échanges de projectiles aériens.
Le 17 novembre, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à frapper la Russie en profondeur avec des armes américaines de longue portée. La décision était attendue et après plusieurs mois de demandes, Volodymyr Zelensky a finalement eu le feu vert, provoquant une nouvelle escalade dans le conflit. Face à cet accord, la Russie a riposté une semaine après les faits. Au total, 91 missiles et 97 drones ont visé des infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant d'importantes coupures d'électricité dans le pays. Vladimir Poutine a assuré que cet acte était une simple réponse au tir par l'armée ukrainienne de missiles américains et britanniques sur son territoire. L'Ukraine est actuellement dans une zone d'incertitude quant à la poursuite de l'aide américaine, compte tenu de l'arrivée dans quelques semaines de Donald Trump à la Maison-Blanche. Au Parlement européen, une résolution en date de mardi dernier incite les 27 États membres à livrer davantage d'armes aux troupes ukrainiennes, une décision qui renforce la France dans sa volonté d'aider Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Le président russe, qui a déjà évoqué 110 fois l'utilisation de l'arme atomique depuis le début de la guerre, n'oublie pas de mettre en garde les pays soutenant l'Ukraine. Par ses actions, la Russie bafoue alors le droit international, le respect des droits prônés par l'ONU et donc la Charte des Nations Unies. Et est-ce que l'on connaît l'état des finances russes ? Alors oui, côté finance, l'inflation commence à inquiéter le Kremlin. Officiellement de 9%, elle serait en réalité, d'après des spécialistes, aux alentours de 20%. La pénurie de main-d'œuvre et l'économie de guerre poussent les taux d'intérêt à la hausse. Des denrées alimentaires pour la plupart des produits laitiers, tels que le beurre, ont doublé en un an. La raison à cela, c'est l'augmentation du coût des importations face à une monnaie, le rouble, qui est à son plus bas niveau depuis février 2022. Moscou, en pleine économie de guerre, puise actuellement dans le fonds d'État pour financer son combat contre Kiev, ce qui ne pourra pas durer indéfiniment. Les dépenses majeures aussi entre les primes aux familles des soldats tués et blessés et de l'autre à la nécessité de produire des armes. Et est-ce que ces 1000 jours de guerre sont le symbole d'une volonté de paix ? Un premier pas vers le gel du conflit pourrait avoir lieu. Le président ukrainien s'est dit prêt à un cessez-le-feu et surtout pour la première fois, il se dit prêt à céder temporairement les 20% de l'est du territoire contrôlé par la Russie. Cet abandon temporaire serait sous réserve d'une protection immédiate de l'OTAN du reste du pays. Après avoir mis fin à la phase chaude de la guerre, ce temps mort permettrait à l'Ukraine de récupérer par la voie diplomatique le reste de son territoire, actuellement face à un gain de terrain et une intensification des frappes russes. Merci beaucoup Camille. Et maintenant pour terminer cette émission, le Flash Info International présenté par Lola. Et parlons tout d'abord du bilan de la COP29. Ça s'est tenu du 11 au 22 novembre à Bakou. La COP29 a débouché sur un accord décevant concernant le financement climatique, avec un objectif de 300 milliards de dollars jugé insuffisant pour aider les populations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Ces populations déjà confrontées à des catastrophes et à l'insécurité alimentaire sont appelées à supporter les pertes et dommages climatiques. Le financement public, notamment sous forme de subventions, est crucial, mais l'accord ne propose pas d'objectifs clairs. Les pays industrialisés, qui n'ont pas assumé leurs responsabilités historiques, n'ont pas apporté de solutions adéquates. Concernant l'agriculture, la COP29 n'a pris aucun engagement contraignant pour une transformation juste des systèmes alimentaires, favorisant à la place l'influence des lobbyistes du secteur privé. L'absence de mesures concrètes pour les petits agriculteurs et la persistance de l'influence des grandes entreprises montrent l'échec à répondre aux besoins réels des communautés affectées. Il faut ajouter à cela la polémique autour du fait que cette COP, appelée COP de la honte par certains politiciens en France tels que Christian Estrosi, avec 23 otages détenus à quelques mètres de là où la COP se déroulait, et les propos tenus par Ilham Aliyev concernant la France. Enfin bref, un bilan décevant pour plus de la moitié des pays. Et oui, il y a du bon dans cet accord pour l'Amérique latine. Pour rappel, le but de celui-ci est tout de même d'encourager et accroître les relations commerciales entre les marchés européens et latinos, puisque l'accord UE-Mercosur devrait permettre aux entreprises françaises et européennes d'exporter plus de produits industriels et de services. Cela permettrait à ces pays de bénéficier de nouveaux produits. C'est aussi une bonne chose pour Mercosur, puisque l'accord lui permet une vente plus facile aux pays européens,
Ça abaisse également les frais de douane pour les agriculteurs français. Du côté de l'Amérique latine, l'accord pourrait attirer davantage d'investissements européens dans la région, dans des secteurs comme l'énergie renouvelable, les infrastructures, la technologie et les industries vertes, contribuant ainsi à la modernisation de l'économie. En augmentant les exportations et en attirant les investissements étrangers, cet accord peut stimuler la croissance économique dans les pays du Mercosur. Cela pourrait créer des emplois, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication et des services. Et finalement, la guerre au Proche-Orient continue. 3 mandats qui font trembler le Proche-Orient. La Cour pénale internationale a émis le 21 novembre un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense et le chef militaire du Hamas, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Des accusations fortement démenties par l'État d'Israël qui ont immédiatement dénigré la CPI. Joe Biden a déclaré qu'il était scandaleux d'arrêter les dignitaires israéliens. Même la France reste frileuse à l'idée de se prononcer trop ouvertement. Au Liban, une trêve a finalement été trouvée avec Israël, mais celle-ci, au départ prometteuse d'une possible paix, est rapidement violée. De nombreux incidents et d'attaques israéliennes sur les localités frontalières ont été relevés par les forces de l'ONU sur place. En représailles, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué des cibles militaires le 2 décembre. La France s'est vue pressée par le Liban de nommer leurs représentants au Conseil de surveillance. L'objectif, faire respecter la trêve avec le pays du Cèdre déjà fortement affaibli. Merci beaucoup Lola. C'est donc la fin de votre émission Parole de politique. Je vous dis à vendredi 6 décembre à 22h30 pour le spécial États-Unis sur le live de la soirée de l'EDJ. Et jusque-là, je vous dis au mois prochain pour votre prochain numéro. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie également la régie et l'école du journalisme. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.